Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Maison Panajou. Moi c'est Dave Tom, je suis photographe et aussi l'animateur de ce podcast. Et la Maison Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France depuis 1865 à Bordeaux. Et c'est aussi aujourd'hui un site en ligne sur panajou.fr, une boutique en ligne où vous pouvez acheter du matériel photo et vidéo. Je vous invite à y aller. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir le photographe Johan Terraza. Bonjour. Salut. Comment vas-tu ? Très bien. Tu viens là, ici à Bordeaux pour... Enfin, tu habites à Bordeaux. Alors moi j'habite à Bordeaux, j'habite à 700 mètres, tu vois. Ouais. Donc je suis vraiment pas loin. Puis je connais bien l'équipe Panajou. Chouette boutique, chouette équipe. Non, c'est une belle référence. Justifiée. Et on a la chance d'avoir ça à Bordeaux. Oui, franchement. Ouais, non, c'est vrai. Hein. C'est en termes de... Enfin, moi, je sais qu'ils m'ont facilité l'accès à tel ou tel matériel des fois ou quoi, donc ça a été cool. Et puis, ouais, c'est une bonne équipe. Johan, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Alors, je m'appelle donc Johan Terraza. Aujourd'hui, en fait, j'ai plusieurs casquettes. Je suis photographe, je suis créateur de contenu et je suis coach pour photographe. En fait, à la base, je suis photographe évidemment. J'ai commencé en 2007, je crois. Et je me suis spécialisé très vite dans le paysage parce que c'est ce qui m'a mis à la photo. C'était cette fascination pour le paysage. Pour autant, c'est pas là-dedans que j'ai vraiment travaillé. En fait, au départ, moi, j'ai travaillé dans le mariage haut de gamme. J'ai été formé par un photographe sur le mariage haut de gamme, notamment mariage étranger, et beaucoup pour les anglo-saxons. Et après, moi, j'avais toujours ce travail de paysage derrière, que j'ai développé, puis jusqu'à trouver mon style qui est plutôt très pictural, très inspiré de la peinture notamment, mais pas que. Puis après, j'ai pu travailler pour différentes institutions comme l'Opéra de Bordeaux, comme l'UNESCO, Nikon. Voilà, des belles boîtes, on va dire, des beaux endroits. Et puis, l'idée que j'avais, c'était avec la photographie, c'était de pouvoir voyager. Donc, c'est ce que ça m'a permis de faire. J'ai pu bosser aux États-Unis, en Islande, à Hong Kong, au Japon, Grèce, Norvège, et voilà. Et ça a été une belle porte de. En fait, la photo, ça a été aussi un prétexte à oser faire des choses sur lesquelles je ne trouvais pas forcément de but avant, mais je savais qu'il y avait une envie quelque part, mais au final. Je savais pas comment la mettre en place. La photo m'a amené énormément de choses et en fait, je m'aperçois par ramification directe ou indirecte que ça a conditionné presque toute ma vie aujourd'hui. Et en fait, depuis le début de cette année, j'ai lancé un nouveau compte Instagram qui s'appelle juste Johan Terraza et qui est là pour aider les photographes. Donc, je produis du contenu. Et ça, on va en parler justement parce que c'est une des questions que j'avais pour développer sur ce sujet. Mais avant qu'on vienne à ça, je te coupe. Quelle est ton histoire avec la photo ? Parce que là, tu nous as parlé un petit peu de ce que tu as fait en photo, mais comment tu as commencé véritablement à faire de la photo ? Avant d'être photographe, moi, j'étais graphiste. C'est un métier dans lequel je m'emmerdais profondément parce que j'étais... malgré ce que je pouvais faire, mais je manquais beaucoup d'expérience. Même si j'avais fait une école, tout ça, il y a plein de choses que tu n'apprends pas à l'école. Je m'emmerdais parce que j'étais un exécutif et pas un créatif. Et moi, je voulais créer, j'avais besoin de ça, donc je me faisais chier. C'est un métier que j'ai fait assez vite à reculons. Et un jour, j'ai mis les pieds dans la photo. En fait, la boîte pour laquelle je bossais, il y avait un boîtier. Donc j'ai essayé. Et alors, mes photos étaient... je te parle même pas de la qualité des photos, ça voulait rien dire. Mais j'étais là, mais non, c'est super. Et je me posais tout un tas de questions par rapport à mon avenir. Et puis, je me suis dit, mais photographe. Et je me suis dit dans la foulée, mais pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt ? Alors évidemment, quand tu dis ça... je veux être photographe. Alors au départ, j'avais pas l'ambition d'en faire mon boulot, mais je manquais de passion dans ma vie parce que je n'avais plus de passion pour ce que je faisais. Et là, ça m'a rouvert les yeux. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la chose, comment ça marche un boîtier, qu'est-ce qu'il faut acheter. Je ne connaissais absolument rien. Et j'ai découvert un monde incroyable. Et en fait, je me suis rendu au salon de la photo en 2007. J'avais même pas de matériel encore. Et là, je découvre qu'il y a tout un écosystème que je connais pas, qui existe avec des milliers de gens, d'acteurs, de trucs. Et je tombe par hasard sur la conférence de Vincent Munier. Et là, révélation, tu vois. Et juste avant ça, il y a la conférence d'un autre photographe dont j'ai oublié le nom.
grand voyageur qui passait 6 mois de l'année à photographier des manchots, enfin qui partait un peu partout. Et le mec, à la fin, il y a quelqu'un qui lui a posé cette question: quel conseil vous donneriez à un photographe qui souhaite se lancer aujourd'hui? Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Il lui a dit: je lui dirais d'arrêter. Par contre, celui qui ne m'écoutera pas, lui, il réussira. Et j'ai pris ça en pleine gueule en me disant: ok, très bien. Et au bout de 2 mois, 3 mois de photos, à me chercher, à photographier la ville ou quoi, chose que je ne fais plus du tout aujourd'hui, c'est pas du tout mon sujet, ça m'intéresse pas. Je suis allé taper à la porte d'un pro, je l'ai fait courte, hein. Et tout de suite j'ai dit: ok, je veux faire ça comme job, je veux bosser là-dedans. Alors évidemment, autour de toi, hein, c'est connu, on te dit: ah non, mais c'est difficile, etc. Alors aujourd'hui, je réponds à ça en disant: oui, pompier, c'est difficile aussi, médecin, c'est difficile, et pourtant tu vas pas dire aux gens: attention, c'est difficile. Ouais. La plupart des gens qui sont autour de toi sont très bienveillants, mais n'ont pas raisonnent par rapport à l'axe de la sécurité plutôt que l'axe de l'accomplissement personnel, ce qui est une grave erreur. Encore une fois, je ne blâme personne en disant ça, parce que ça part d'un bon sentiment. Mais en fait, j'ai envie de dire aux gens: mais tu préfères que je te rassure ou tu préfères que je sois heureux? Si tu devais choisir, évidemment, ils vont choisir la deuxième. Bon, mais dans ce cas, soutiens-moi dans mon job. Et j'ai quand même eu la chance, malgré tous ces avertissements légitimes autour des gens, je suis pas le seul, hein, je pense que c'est tous les photographes, c'est ça, quasiment. Pour tous les métiers artistiques. Ouais, voilà. J'ai quand même été soutenu. Bien sûr que ça a été compliqué à des moments, tout ça, et qu'il n'y a rien d'acquis, il faut bien le savoir. Mais voilà, je me suis lancé là-dedans. Mariage, je me suis aperçu que j'aimais ça. Et puis après, je me suis mis à mon compte sur le mariage. Et puis mais est-ce que tu penses pas que par rapport à tous ces gens, tous ces proches qui te disent de faire attention par rapport à un métier créatif, on parlait de la photo, mais on parle de la photo évidemment parce que c'est ce qui nous intéresse, mais ça peut être pareil pour tous les métiers artistiques. Mais est-ce que pour ce genre de métier, alors là notamment la photographie, est-ce qu'il faut pas avoir l'âme d'un entrepreneuriat? Parce que t'as beau être créatif, c'est quand même 2 choses différentes. Complètement, l'un va pas sans l'autre. Si tu parles de professionnalisme, c'est sûr, ouais, c'est obligé. Voilà. L'âme de l'entrepreneuriat. Alors j'écoutais un podcast il y a quelques jours d'une créatrice de contenu dans le marketing que je suis sur les réseaux, et qui disait à juste titre, Jessica de Prater pour la citer, qui disait: je ne crois pas du tout à l'âme de l'entrepreneuriat, je crois que beaucoup de gens apprennent sur le tard, dans l'action, et se révèlent souvent, à leur grand étonnement, être des entrepreneurs. Et je crois complètement à ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis de côté très longtemps, et c'est un tort. Hein. Et l'idée que j'ai eue de créer cette entité pour aider les photographes, c'est aussi basé sur les erreurs que j'ai faites. Et les manques que j'avais, les manques notamment du fait d'être entouré. Beaucoup de photographes font l'erreur, que j'ai faite aussi, de croire que tout seul tu vas y arriver. C'est pas vrai, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin de connaissances, tu as besoin de te former, tu as besoin d'acquérir de la valeur, de pouvoir donner de la valeur, et tout ça, c'est pas inné. Ça s'apprend. C'est un peu comme le dessin. Ah, je sais pas dessiner. Non, mais oui, ça s'apprend, en fait. Beaucoup de choses s'apprennent. Il y a une différence entre le travail et avoir un don. Et quand bien même tu as un don, ça suffit pas. Donc, ça s'apprend. Et moi, je l'ai appris. Mais malgré tout, ça s'apprend l'entrepreneuriat, ça s'apprend la photographie. Malgré tout, c'est 2 choses complètement différentes. Si tu as le caractère à être créatif, mais que tu n'as pas le caractère à entreprendre, pour être professionnel, du coup, tu es un petit peu... Mais en fait, le caractère, moi, je trouve qu'il se trouve aussi dans l'action. En fait, tu vas t'en apercevoir. Et quand bien même, tu vas te heurter à des soucis, des problèmes, des blocages, et ça va t'arriver... plutôt que d'abandonner, demande-toi comment tu peux faire les choses autrement, comment tu peux les faire mieux, analyse ce qui a marché et reproduis-le. Ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas de ton fait, sur lequel tu n'as aucun levier, ça sert à rien de te prendre la tête avec ça, ça sert à rien, tu n'as pas d'assise dessus. Mais par contre, ce que toi tu peux maîtriser, ta manière de communiquer, ton approche photographique, le style, en tout cas la spécialisation dans laquelle tu souhaites te mettre, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles tu as des leviers. La communication, le marketing qui va autour. Et attention, hein, je me prévaux pas d'être un expert du tout dans la chose. Moi, je sais que par exemple, là où je me débrouille bien, c'est sur la communication sur les réseaux. J'ai trouvé ma manière de communiquer qui se distingue et dans laquelle je me retrouve pleinement. Et en fait,
le paradoxe de l'entrepreneuriat, c'est qu'on croit qu'il faut absolument être comme si, jouer un rôle, mais pas du tout, c'est tout le contraire qu'il faut faire, c'est être soi-même. Il n'y a rien de plus qui marche que le captage humain. Pourquoi moi, en fait, à un moment donné, ma communication a mieux marché, c'est parce que j'ai arrêté de jouer un rôle, justement. J'ai ce personnage de rouge là que j'utilise dans mes réels, qui est moi, hein, c'est ce côté un peu râleur, caustique, grande gueule, c'est ce que je suis. Alors là, je pousse un peu les curseurs, évidemment, mais c'est une distinction. Et les gens le voient, ça les fait marrer, parce qu'il faut quand même qu'il y ait... La forme est sympa, mais si t'as pas de fond, c'est juste creux, c'est juste du sketch, et ça n'a pas d'intérêt, ça n'apporte aucune valeur. J'essaie très humblement d'apporter un message, une plus-value à chaque fois dans chacun de mes posts, et tout ça, c'est du contenu gratuit qui emmène vers du contenu payant pour celles et ceux qui le veulent. Mais tu n'obliges personne. Mais c'est ça, l'entrepreneuriat. Tu as une porte ouverte pour d'autres choses, ou si tu veux aller plus loin, dans ce cas, on va plus loin, mais c'est une autre approche, et c'est une approche, évidemment, où toi, tu vas générer de l'argent, mais il faut que cet argent, ce soit le prix d'une promesse. Et pas d'une promesse dans le vent. Ouais, je te promets d'avoir 10K par mois, machin. Ça, c'est des promesses à la con. Ça. C'est du, j'ai envie de te dire, du mensonge. Parce que tout ne dépend pas de toi non plus. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'encadrant ou coach, dans mon cas. Alors, il y a le terme mentor. J'ai horreur de ce terme. Je l'emploie un peu, mais j'ai horreur de ça. Je préfère dire coach pour photographe. Justement, mentor. Allons-y, parce que tu y parles déjà. T'en as parlé un tout petit peu là. Donc, allons-y dans le sujet. Donc, tu proposes du mentorat, même si t'aimes pas le mot a priori. Ouais, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est ce que tu proposes? Alors en fait, quand j'ai lancé ce compte, déjà moi je me suis formé avant. J'ai suivi une formation pour développer mon business sur Instagram. D'accord. Quels outils il fallait utiliser pour s'organiser, pour créer tes idées, pour créer des posts qui vont convertir les gens, tout ça. Comment gérer ton compte, comment gérer ton planning, comment t'organiser pour gagner le plus de temps. Et j'ai encore énormément de choses à apprendre. Mais quand j'étais à peu près au point, et il n'y a pas de vrai bon moment pour se lancer, je me suis lancé le 3 janvier. Et j'ai lancé ce compte, et avec cette idée que j'allais proposer du mentorat, c'est-à-dire de l'accompagnement pour les photographes, à les aider à développer leur approche, leur style, leur business s'il fallait. Au départ, j'ai fait aussi pas mal d'erreurs. Je me suis planté sur certains sujets, je me suis planté sur la manière que j'avais de communiquer. J'ai cru qu'il fallait absolument que je parle d'argent pour parler aux photographes pro. Or, non, pas du tout. Et c'est pas d'ailleurs le premier sujet dont j'aime parler. Il y a, moi, on va dire que ce qu'on appelle la zone de génie, c'est un peu fort comme terme, mais c'est la zone dans laquelle vous êtes le meilleur, là où vous êtes le plus à l'aise. Ma zone, c'est tout ce qui va toucher à la psychologie du photographe, tout ce qui va toucher à ses blocages, à son identité, au fait d'aligner sa photographie avec qui il est. Et à partir de là, tu peux ensuite, toi, te construire en tant que professionnel ou pas, si c'est ton but. Et dans ce cas, c'est quelque chose qu'on voit aussi ensemble. Comment créer tes offres, quelle est ta cible, comment lui parler, comment gérer ta stratégie Instagram, etc. Si tant est que Instagram soit le réseau le plus adapté à toi, ce qui n'est pas forcément le cas. Je ne me présente pas du tout comme un business coach, parce que ce n'est pas moi, bien qu'on parle des aspects business, mais tout l'aspect, on va dire, de l'approche, du style, de l'identité, de dépasser ses croyances limitantes, de trouver ta différenciation et de donner des outils pour ça, et de permettre aux gens de se rendre compte qu'ils ont le courage d'aller bien au-delà de ce qu'ils croient. Ça, c'est ma spécialité, et je trouve qu'elle est parfaitement complémentaire avec une approche purement business. Donc du coup, tu proposes aussi des suivis individuels? Alors pour l'instant, le mentorat, c'est que du suivi individuel. Je ne prends pas plus de 6 personnes par session. Et encore, cette session, j'en ai que 5 parce que je travaille sur un autre gros projet on va dire... Allez, tiens, hop, tu auras la primeur presque. Ouais. J'en dirai pas trop non plus. Une sorte d'école en ligne pour les passionnés et professionnels passionnés. D'accord. Voilà. J'en dis pas plus. Ok. J'en dis pas plus, mais normalement ça arrive en janvier. Je dirais pas en quoi consistera le contenu, mais
Je l'ai dit à certaines personnes qui étaient là sur la conférence. Je pense que ça va coïncider parce que, alors là, pour les petites coulisses du podcast, tu es mon 3e invité aujourd'hui en enregistrement. Et comme il y a un épisode par mois, je crois que toi, tu vas tomber en février, il me semble. C'est vrai ? Ouais, je crois. D'accord. Donc du coup, ça... Alors c'est marrant. Alors d'accord, ok. Donc évidemment, si ça tombe en février, là on est le quoi ? Combien ? 24 novembre. Le 24 novembre, ouais. Donc au moment où je te parle, les gens qui écoutent en savent forcément plus que moi. Ben oui, voilà. Et je ne sais pas quel nom ça a. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nom que moi j'utilise pour que ce soit plus facile pour moi, j'appelle ça la school, tout simplement, mais ça va certainement pas s'appeler comme ça. Et donc tous les mois, tu as du contenu nouveau. Tous les mois, tu as des masterclass avec des intervenants. Tu as des ateliers Lightroom, tu as des critiques de portfolio, tu as des défis photos, tu as une communauté où tu peux partager tes photos, il y a de la critique où les gens critiquent mais sont aussi critiqués, et le tout en cohésion et bienveillance. C'est ça que je cherche avec mon contenu nouveau chaque semaine, et avec donc de la plus-value chaque semaine, chaque mois. Et ce qui fait qu'on va avoir une quantité de masterclass et de thématiques super intéressantes en live. Tu pourras poser tes questions, tu pourras évidemment revoir les replays, etc. D'accord, ok. Voilà. Et il y a encore d'autres subtilités, mais... T'en diras plus. J'en dirai plus. Enfin non, tu en as dit plus. Voilà, et là, bon, voilà, donc... mais je peux pas te dire... Ah non, mais c'est déjà une exclue en soi. Oui, mais voilà, garde-la pour toi, je l'instant. Je la garde pour moi. Voilà. D'accord, donc ça c'est l'avenir de tout ce côté-là de toi. C'est l'avenir de l'entité, on va dire, Yoann Terraza, mais... tu continues à faire de la photo à côté. Oui, bien entendu, et je ne m'arrêterai jamais, parce que attention, on peut pas prétendre à monter ça si on n'est pas photographe soi-même. Moi-même, je me fais accompagner par un business coach pour ça. Parce que ça me fout des coups de pied au cul, parce que ça m'aide à mieux cadrer les choses, parce que j'ai pas peur de dire que moi aussi, je préfère assurer les choses et pas tout faire moi-même. C'est vachement bien d'être épaulé par quelqu'un qui comprend où tu veux aller, qui a une vision, c'est le terme, hein, vraiment, de ce que ça peut devenir, parce qu'il a son recul et son expérience en business coach. Et du coup, tu vois, ça s'aligne. C'est pour ça, alliez-vous avec les gens qui répondent aux défauts de vos qualités. Voilà. Ouais, je vois très bien. Et c'est pour ça que je veux en fait connecter les photographes. Les photographes sont des gens qui sont trop seuls. Et c'est le but de cette school, c'est connecter les photographes. Est-ce que tu penses que ça a un attrait particulier de les connecter ensemble ? Moi, je crois au fait de considérer qu'on a des confrères plutôt que des concurrents. Je trouve ça plus sain. Ce qui ne veut pas dire que on ne doit pas entre guillemets se battre quand on est sur un appel d'offres pour quelque chose, bien sûr, mais ça peut et ça doit se faire dans le respect, parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et je préfère qu'il y ait cette bienveillance, cette cohésion et cette entente en se disant, bah écoute, par exemple, bravo, c'est toi qui as eu le devis, c'est cool, tant mieux. Ok, et B, tant mieux. C'est pas ta personne qui est remise en question. C'est pas ton travail qui est remis en question. Mais toi, derrière, en faisant partie de cette school, tu sais que tous les mois, t'as 2 masterclass qui tombent. Une sur Lightroom, ou lecture de portfolio, et une avec un intervenant où tu vas apprendre soit à créer tes offres, soit à te vendre, soit à bosser Lightroom comme telle ou telle personne, soit à savoir comment tu peux réaliser des shootings je sais pas, comment tu vas pouvoir te vendre en tant que photographe de mariage, ou comment tu vas pouvoir organiser telle ou telle chose, ou comment tu vas pouvoir vendre tes tirages d'art. Bref, toutes les questions que pourraient se poser beaucoup de photographes, et avec des ateliers, avec tout ça, avec des... C'est fait pour que les gens se plantent, apprennent et ne se plantent plus. Et avancent. En fait, beaucoup de photographes se posent beaucoup de questions et ne savent pas où trouver les réponses ou n'osent pas les demander. Il faut dire que c'est très opaque. Ouais, souvent une question qui revient, c'est comment trouver des clients, comment faire ses tarifs, comment se vendre. C'est hyper vague comme question. Ben là, t'apportes des réponses. Et t'apportes après des ouvertures vers des réponses plus précises. Mais c'est ça, en fait, le truc. C'est que tu te connectes à cette école et tu sais que, en fait, tu fais partie déjà d'une communauté et que tous les mois,
en fait, tu vas avoir des réponses à tes questions. Et que tu vas avoir aussi d'autres questions. Oui. Voilà. Mais tu sais que tu appartiens à un groupe. Et se sentir en appartenance à un groupe avec d'autres photographes dans un réseau, c'est hyper porteur. C'est bien de se sentir soutenu, de sentir qu'en fait, hey, t'es pas jugé par, tu fais partie d'eux. Ça change le mindset. Pareil, c'est un mot qui m'emmerde. Mais c'est vrai. C'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Et ça, tout ça, ça part d'une énorme erreur que j'ai faite. C'est de m'isoler par peur. Par peur. T'as peur de quoi ? De m'apercevoir que je ne savais pas. Voilà, c'est exactement ça. Je me suis isolé des années, de plein de trucs, parce que j'avais peur de faire face à la réalité. En tout en sachant qu'en fait, avec la tête dans le mur quand tu fais ça. Et à un moment donné, j'en ai eu plein de cul, et je me suis dit, maintenant, tu changes, tu fais tout l'inverse. Tu changes de truc, la vie est courte. Et j'ai commencé à créer donc cette entité, basé sur aussi beaucoup de choses que je savais être vraies, hein, donc tu peux pas te baser que sur tes conneries. Et je me suis dit, mais tant qu'à avoir fait des erreurs, autant que j'en tire des conclusions et que ça puisse aider les gens à ne pas faire les mêmes. Et je me suis aperçu que beaucoup de gens les faisaient. Je me suis dit, bon, si jamais toi tu peux amener ta pierre à l'édifice, c'est cool. Donc ce projet, voilà. Je capte. Et alors du coup, toi, Johan, en tant que photographe, ton sujet de prédilection, c'est quoi ? Les paysages. Paysages ? Ouais, c'est ce qui m'a mis à la photo, parce que je voulais raconter des histoires, parce que je voulais voir ce qu'il y avait au-delà des... J'ai toujours cette vision en tête, c'est quand j'étais chez mes grands-parents, à la campagne, et tu voyais, tu avais la route, et puis ensuite tu avais les vignes, et au-delà tu avais des collines. Et à chaque fois, j'avais beaucoup de mes influences qui venaient en tête, genre beaucoup les jeux vidéo à l'époque, etc., qui me disaient, mais derrière, il doit y avoir des montagnes, des vallées, des trucs incroyables. Et j'imaginais tout ce qu'il y avait derrière. Et je voulais le raconter en images, je voulais que ces images puissent raconter ça. Et quand d'ailleurs j'ai commencé à faire les photos à cet endroit même, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ce que je croyais. De susciter la chose, d'avoir des photos qui puissent vraiment parler et dire ça. Et bref, ça prend des années, hein, c'est logique, il faut s'émanciper de plein de trucs, il faut trouver ta place, il faut laisser parler aussi tes influences. Et là, en me baladant sur ton compte Instagram, donc principal le compte photographe, j'ai vu beaucoup d'inspiration picturale dans tes photos. Ouais. Est-ce que tu as été inspiré par Nicolas Soro ? Parce que c'est un photographe que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, que j'aime beaucoup. Alors, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Et alors, Nicolas et moi, d'ailleurs, il y a eu pas une embrouille entre lui et moi, hein, mais un quiproquo entre un de ses abonnés et moi il y a quelques temps, où là, clairement, on m'a accusé de plagiat. Ouais. Et donc je lui suis rentré dans la gueule parce que en gros je lui ai dit mais mec, c'est pas parce qu'en fait en gros on a les mêmes influences, ou c'est vrai qu'on a une partie de notre rendu qui est similaire, qui a dû enfin moi Nicolas il n'existerait pas, j'aurais le même rendu si tu veux. Voilà. Tu peux pas prétendre aujourd'hui à avoir un style qui est parfaitement unique. Tu peux être reconnaissable, c'est mon cas, mais tu peux pas prétendre, je crois, c'est très compliqué, en tout cas ça durera pas, avoir un style que personne n'a fait. Nicolas, c'est un mec adorable, on se connaît bien. Je confirme. Et c'est un mec qui a un talent incroyable, il fait un boulot, enfin, moi c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et c'est mérité, c'est du travail, tu vois, enfin, je sais ce qui est derrière, hein, c'est vraiment du boulot pour arriver à trouver son style. Alors non, je suis pas inspiré par Nicolas, mais ou alors on peut l'être très indirectement, tu es forcément inspiré des choses que tu vois, tout ça, mais le côté pictural ne vient pas, moi il vient surtout de Bierstadt, de Turner, il vient même plus largement de la musique romantique, il vient de tout ça. Et je sais qu'avec Nicolas on a des influences communes notamment, et donc forcément ça a une incidence qui se croise. Le fait est que Nicolas il vit aussi à Bordeaux, donc en fait voilà, et donc on s'est expliqué par rapport à cette histoire, et parce qu'en fait ça arrive que on me dise tes photos ressemblent à Nicolas, ou qu'on me dise ou l'inverse, tu vois, machin, et je dis mais ben oui,
Et en toute bienveillance, tu vois. Enfin, on m'a déjà dit, tiens, ça fait penser un peu du Alexandre de Chaume ou machin. Ou on a dû dire à Alexandre que ça lui faisait penser à je sais pas qui ou je sais pas quoi. Mais c'est normal. Enfin, en fait... Moi, je te pose la question parce que je connais Nicolas Soro avant de te connaître, en fait. Et comme je suis son travail depuis longtemps et que j'adore son travail, quand j'ai découvert ton compte Instagram, c'est vrai que ça m'a rappelé, en fait... oui, mais c'est normal parce qu'en fait, il a travaillé aussi sur les montagnes, il a travaillé sur... Même en portrait, en fait, tu vois, on a des choses un peu communes. Et personnellement, en fait, quand j'ai découvert, moi, le travail de Nicolas, c'était il y a quelques années, je me suis dit, déjà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est vrai que je voyais un tronçon commun avec moi. Mais en fait, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, cool, c'est quelqu'un avec qui on va vraiment se comprendre. Mais pas du tout à me dire, ouais, il y a de la copie ou du machin. Et en fait, les gens croient ça. Et en fait, c'était parti d'une photo que j'avais postée d'un arbre. Il y a un côté très texturé parce que pendant un moment, j'ai aussi utilisé pas mal la texture. On travaille sous Photoshop derrière. Et c'est ça qui faisait penser à... Mais c'est un truc, en fait, qui, moi, me démangeait depuis un moment. Tu vois, d'accentuer ce côté pictural, quitte à salir des images et tout. Et voilà. Et souvent, je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension qui se terre sous les réseaux. Et c'est pour ça que c'est bien d'en parler. Et Nicolas, on s'était vu, je crois, le lendemain ou le surlendemain, on s'était pris une bière et puis on est bien déliré, tu vois, en disant tiens, c'est l'occasion de se voir aussi, puisque a priori. Mais voilà, en fait, tu vois, c'est les gens te prêtent souvent des buts que tu n'as pas. Des intentions malveillantes. Ouais, moi je vais pas m'excuser de faire un boulot que j'aime. Et s'il y en a d'autres qui ont un style qui ressemble, et tant mieux pour eux. Enfin, tu vois, moi je sais objectivement, je l'ai vu que j'avais certains de mes abonnés qui c'était limite plagiat, machin. Mais j'en ai rien à foutre. C'est leurs photos, pas les miennes, après ils se démerdent. Et le pire, c'est qu'ils font de belles images, tu vois, avec leur sujet à eux, voilà. Mais qui peut prétendre aujourd'hui à ne pas être influencé par tel ou tel artiste, photographe ou quoi que ce soit? Et quand bien même, si toi t'es allé dans tes baskets avec ce que tu fais parce que tu sais que ça te ressemble, ça te représente, c'est tout ce qui compte. C'est le seul thermomètre à prendre en compte. Et moi, j'ai souvent cet exemple en tête. Avant de faire la photographie, j'ai fait de la musique pendant longtemps. Et quelque chose qui est très populaire quand on débute la musique et surtout en groupe, on fait des reprises. Ouais. C'est pas du tout péjoratif, c'est même plutôt un noble exercice dans la musique. Et c'est vrai que dans la photographie, quand j'ai commencé la photographie, j'ai reproduit Peter Lindbergh par exemple, qui m'a énormément influencé. Ça se dit moins en photographie. Il n'y a pas le terme reprise déjà, c'est-à-dire essayer de reproduire des codes de photographe, de grand maître de la photographie. Et ça se dit moins en photographie, j'ai l'impression. Parce que je pense que, si tu veux, il y a le côté copie. Le côté copie a plus une appartenance visuelle, je pense, dans l'inconscient collectif que le côté audio. Je pense possible. Hein, je ne pourrais pas l'affirmer. Mais en tout cas, on dit plus facilement et avec plus de légèreté. J'ai fait une reprise, j'ai repris des codes de mon groupe préféré, mais en photo, on le dit beaucoup. Mais reprendre une photo, en fait, c'est bizarre. Je me dis, mais elle est faite ta photo. Enfin, qu'est-ce que tu veux amener de plus, tu vois? Elle est faite. Et c'est ça aussi que j'aime bien dans la photo, c'est qu'il y a un début, milieu, une fin. Moi, j'y voyais, en fait, quand je m'y suis mis, je me suis dit, je ne vais pas refaire les erreurs que j'ai faites avec le graphisme où j'ai beaucoup trop de concessions. C'est en fait, ma photo, elle est faite. Elle plaît pas. M'en fous, elle est faite. C'est tout. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est tout. Après, tu vois, le style que chacun peut avoir aujourd'hui, il est évolutif. Moi, je suis influencé par la peinture, entre autres. Mais beaucoup, quoi. Genre, Alors, tu parlais de William Turner, justement. Est-ce que tu es attiré par ce côté abstrait de certaines peintures de William Turner? Ouais, parce qu'en fait, ça laisse la place à plein d'interprétations. J'ai horreur de la photo frontale. La photo qui livre tout. Par exemple, tu vois, les paysages très illustratifs, avec des belles lumières, avec fait des filtres partout, avec tout net partout, en grand angle, machin, ça m'emmerde. Je trouve qu'en fait, il n'y a rien à dire de plus. Ça flatte l'œil, mais c'est tout.
c'est pas évocateur pour moi. Ça, c'est de la photo démonstrative technique. Et c'est très bien réalisé. Il n'y a rien à dire. Et il y en a qui aiment ça. Et il y en a qui aiment ça, et je le comprends. Moi, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Venant d'influences comme la peinture ou quoi, ça m'est compliqué de rentrer dans des photos comme ça parce que c'est pas... Il y a moins de place aux émotions. Ouais, c'est pas assez fort, c'est pas assez évocateur. Pour moi, la photo, je ferai jamais la photo parfaite parce qu'en fait, ce sera jamais aussi évocateur et puissant qu'une peinture. Jamais. C'est pas possible. Du coup, en fait, je serai toujours dans... Je tends à arriver à, mais je n'y arriverai jamais. Tu situes la peinture plus noble que la photographie? Ah ouais, alors là, sans problème. Sans problème. C'est tellement... Enfin, ça sort de la tête, quoi, tu vois. D'ailleurs, c'est ce que je disais dans ma conf tout à l'heure. Je suis pas un créateur en photo, je suis un interprète. Ma matière première, c'est le sujet qui existe par lui-même. La lumière. Et moi, j'en fais quelque chose derrière. Mais je préfère me placer comme ça. Interprète ou traducteur, mais pas créateur. Oui, non, mais c'est intéressant. Voilà, tout simplement. Je réfléchissais dans un coin de ma tête à si je situe la peinture plus noble que la photo et j'ai pas la réponse là. Faudrait que j'y réfléchisse quelques jours. Ouais. C'est pas si évident pour moi, je crois. Mais après, ouais, c'est... Mais tu vois, pour revenir sur le côté, oui, style commun avec d'autres photographes, etc., faut pas non plus s'empêcher d'évoluer dans une dimension ou dans une direction, qui fait penser à, sous prétexte qu'elle fait penser à telle ou telle personne. Je veux dire, si c'est toi qui naturellement va par là, alors va par là. J'ai très souvent été associé à des paysages assez sombres, plutôt dark, et c'est vrai, par mes influences, c'est normal. Et en fait, depuis quelque temps, je m'ouvre à des choses plus lumineuses. C'est aussi une partie de moi qui change, tu vois, qui évolue. Je pense que c'est un petit peu un miroir de qui je peux être aujourd'hui. Et donc, par ça peut faire penser à d'autres types de personnes, de photographes notamment. Mais en fait, que ces photographes existent ou pas, ça ne change rien. Ça aurait donné la même chose. C'est pour ça qu'en fait... Cela dit, ma question n'était pas péjorative. Non, c'est-à-dire mais je sais bien. Pour moi, c'est plutôt noble de dire je suis inspiré de telle personne, de tel bien maître. Sûr. Tu vois, bien sûr. Mais en fait, je m'inspire très très peu de photographes. Très peu. Ah oui? Mais vraiment, très peu. J'adore regarder les photos des autres, mais je suis, je pense, très peu influencé par les photos des autres. Ou alors, inconsciemment, peut-être plus que ce que je crois, je ne dis pas le contraire. Mais néanmoins, non, je suis plus inspiré par le pouvoir évocateur de la musique, étant musicien moi-même en plus, par le pouvoir évocateur de lecture, par les films, par des odeurs, par des paysages. Ce qui permet de suggérer quelque chose. Ouais, pour... Voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de mire, et le résultat, c'est le fruit de tout ce mélange-là, avec un équilibre différent à chaque fois. Mais c'est ça, mes influences. Je vois. Très bien. Yohan, tu travailles avec Nikon, beaucoup. Tu as toujours travaillé à Nikon. C'est quoi tes boîtiers, mon tout premier boîtier quand j'ai commencé la photographie, c'était un K10D Pentax, truc qui n'existe plus depuis longtemps. Oui. C'était mon premier. Et ensuite, je suis passé chez Nikon au bout d'un an. Okay. Je suis passé au full frame, je me rappelle, avec un D700. Boîtier que j'ai toujours, que j'ai prêté à ma compagne et qui donc a une deuxième vie par ses mains et son œil. Elle fait de très belles photos d'ailleurs. Et depuis, je suis toujours resté chez Nikon. Après, j'ai évolué sur un D750. J'ai eu un D350 aussi. Et aujourd'hui ? Après, je suis passé au D850. Et maintenant, je suis au Z8. Comme moi. Voilà. C'est un très très beau joujou. Quand ils ont sorti le Z9, j'ai trouvé ça génial. Mais je me suis dit, le monobloc, c'est pas pour moi, c'est un peu gros. Et bon, il y avait le Z6, le Z7, Z9. Il fallait pas être réfuté pour comprendre que le trou au milieu, ils allaient y mettre quelque chose. Et à côté de ça, tu voyais à côté la concurrence qui commençait à sortir des trucs vraiment bien, tu vois. Et là, Nikon fait un teasing,
où tu vois très bien le truc venir. Et là, le Z8 arrive. C'est un Z9 en plus petit avec des options en plus sur certains trucs. J'ai fait ah bon. J'ai appelé Johnny à Panavu. Je fais tu m'en bloques un. Tu m'en bloques un. J'ai revendu quasiment tout mon parc optique. Monture F. Et oui, parce que tu n'étais pas en monture Z. Et ouais, alors j'ai toujours mon 51.4 avec le FTZ, FTZ 2. L'autofocus marche ? Impeccable. Ouais. Ah mais non, parce que moi j'ai des vieilles optiques Nikkor, mais plus des années 90, l'autofocus marche. Et encore non, je te dis, c'est même pas Nikon, c'est un Sigma. Ah oui, d'accord. C'est mais monture Art. Monture F. Ouais. Non, mais le truc est impeccable. Par contre, je pense que bientôt je vais passer sur le 51.8. Alors il m'avait prêté le 51.2 quand j'étais en Islande en tournage là, sur l'expédition. Cette bombe. Bon, par contre, le truc il est énorme. Mais alors la qualité optique, alors là, mais rien à dire. Hein, c'est la folie. Hein. Mais le 1.8 est parfait et je pense que tu vois, je vais revendre mon 51.4 pour le 1.8 monture. C'est ta focale de prédilection, le 50 mm ? Hein ? Le 50 mm, c'est ta focale de prédilection ? Ouais, je crois. Franchement, ouais. Alors en paysage, je pourrais pas dire parce que ça change. Mais de la photo, on va dire de tous les jours, ouais, quand même. Bah alors en paysage, tu utilises quoi ? C'est très variable, mais j'avoue que les focales qui déforment pas sont de plus en plus ton dada. Ouais. Mais pour autant, tu vois, j'ai shooté au 20, au 24, plein de fois. Mais j'avoue que les 50, 70, 85, enfin tout ce qui va après toucher aux télé. Ouais, j'aime bien. On n'est plus dans la déformation due à cette large focale, mais ouais, j'aime beaucoup. Mais encore une fois, tout ça, ça change par rapport au sujet, à la topographie du terrain, ça change plein de trucs. On a toujours une petite marotte quand même, malgré tout. Ouais, disons que si je devais mettre une optique comme ça, pas sur mon boîtier et me barrer dans la rue, chose que je fais pas, la photo de rue, ça m'en fout, c'est le 50. Voilà. La polyvalence. 50 ou 35 à la rigueur, mais le 50, ouais. Ok. On va parler d'un sujet c'est un sujet que j'évoque à chaque fois là depuis quelques épisodes, c'est l'intelligence artificielle. Ah. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que là c'est sur toutes les lèvres évidemment parce que ça vient d'arriver d'un coup de tonnerre. Alors je parle pas de l'IA présent dans les boîtiers comme l'autofocus. Oui, j'ai bien compris. Ouais. L'IA générative qui est arrivée, qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que si le podcast sort en février, il y a de fortes chances que ça a encore évolué au moment où on est en train d'enregistrer. Oui. J'avais fait plusieurs contenus là-dessus, un sur YouTube et un sur Instagram, en parlant de l'IA. Aujourd'hui, les contenus que j'ai faits, ils sont complètement obsolètes ou quasiment, parce qu'en fait, ça a tellement évolué que bon... Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Moi, je crois que... je pense que c'est une bonne chose. Et je fais une allégorie très facile pour en parler. Un marteau. Tu prends un marteau. Avec un marteau, tu peux construire des murs. Ça peut t'aider à construire des murs, à bâtir des choses. Par contre, tu peux aussi casser des crânes. Qu'est-ce que tu choisis comme utilisation ? J'espère que tu choisiras la première. Tu me laisses pas répondre, cela dit. Bon, après, ça dépend des gens. Hein. Bien sûr, il y a des gens, oui, ils le cherchent un peu. Non, je plaisante. Mais l'IA, je pense, d'une part, en fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix, c'est là. Que tu le veuilles ou non, le ciel est bleu. C'est comme ça. Et c'est la même chose. T'as pas le choix. Ça permet plein de choses. Le revers de médaille, c'est que ça permet aussi plein de choses. Et malveillantes. J'ai lu un article il y a quoi hier, t'as une nana qui a été victime sur Internet de faux nudes, donc de photos d'elle nues, alors que ça n'est pas le cas. Et ça c'est des choses affreuses, ça brise des vies, c'est une horreur. Ça peut modifier la réalité. Alors aujourd'hui, en plus, vu le manque global qu'il peut y avoir d'esprit critique, où tout le monde se croit ce qu'il voit sans se demander quelles sont les véritables sources, est-ce que c'est vrai, tu vois, bon, ça pose un gros problème parce que j'ai l'impression que globalement il y a un obscurantisme qui revient sur tout un tas de sujets, même des acquis scientifiques, sociaux, tout ce que tu veux, et que l'IA ne va pas forcément aider dans ce sens-là. Parce qu'elle va juste permettre de convaincre des gens qui ont déjà des idées préconçues sur des choses et qui n'ont pas forcément les outils pour se rendre compte qu'en fait ils sont manipulés.
Donc l'IA là-dessus est un réel problème et que je crois que là-dessus c'est très compliqué. Maintenant, si on s'en tient à la création d'images, je trouve que c'est un bond en avant phénoménal. Si tu prends par exemple l'IA générative de Photoshop, n'importe quel pébroc peut aujourd'hui arriver et créer les zones manquantes, créer ou supprimer des éléments. Créer des personnages. Alors créer des personnages... C'est pas encore ça, dans Photoshop en tout cas. On en reparlera dans un an. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai en plus. Mais créer les zones manquantes, enlever des personnes, enlever un camion, un fil, un truc, putain. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et pour ça, c'est génial. Là, on parle que de l'idée de Photoshop. Mais on peut parler de Midjourney. Midjourney... Au départ, ils te faisaient des mains, on aurait dit des platanes, mais aujourd'hui, c'est des vrais. Ouais. Aujourd'hui, tu vois des trucs incroyables. Tu le vois que c'est Midjourney quand même. Et il faut le voir. DALL-E, c'est pareil. Je trouve que ce sont des outils créatifs incroyables. Mais ça pose aussi quand même des problèmes moraux et éthiques, notamment sur des concours photos où plusieurs fois des IA ont gagné. Je pense qu'il faut être honnête. C'est-à-dire que si tu utilises l'IA, il faut le dire. Du moins, en tout cas, si tu crées des éléments qui, à la base, n'en sont pas et que tu es dans une démarche créative. J'ai sorti une photo sur Instagram où il y avait un personnage très dark dans une robe noire. Une sorcière. Ouais. Je l'ai vu. Et je l'ai dit. Oui. Attention, là, le personnage, je l'ai créé avec Midjourney et je l'ai incorporé. Et d'ailleurs, les parties gauche et droite de la photo ont été modifiées avec l'IA de Photoshop parce que je voulais autre chose sur les arbres. Donc, je l'ai dit. Voilà. Et je ne m'interdis pas, d'un point de vue purement créatif, tu vois, encore une fois, ça évolue toujours, de l'utiliser plus souvent. Parce que si ça sert ma création, je ne vois pas pourquoi je devrais m'interdire d'utiliser des outils au prétexte que c'est tricher. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? C'est pas tricher puisque je le dis. Tu as des outils, c'est comme si on te disait, oui, mange pas avec ta fourchette. Hein. Elle est là, mais il faut pas manger avec. Hein. Là, c'est juste le couteau ou l'inverse. D'ailleurs, une question qu'on m'a posée tout à l'heure dans la conférence, justement par rapport au fait de est-ce que modifier, c'est tricher. Cette philosophie est extensible à l'IA, c'est-à-dire que je vais reprendre un commentaire qu'on m'a fait sous une photo qui était très juste par rapport à cette question, c'est est-ce que tu vas reprocher à quelqu'un de ne pas être assez beau parce qu'il n'est pas maquillé ? Et est-ce que tu vas lui reprocher de tricher parce qu'il se maquille ? Non. A priori, non. Oui, voilà, faut être un peu pervers. Mais et ben là, c'est la même chose. Tu as des outils, certains, à condition que ça a un but créatif. Si tu es dans une approche documentaire, par contre, non. Je suis désolé, tu es là pour documenter la réalité. Tu es photographe de presse, tu es photographe de guerre, tu es photographe de sport. Sers-toi l'IA pour enlever des éléments indésirables qui n'apportent rien à ton propos, ok. Mais ne modifie pas la réalité de ce que tu vois. Ne modifie pas une action. Non, ça c'est prohibé. Ou ne créez pas une action. Ou ne créez pas une action. Parce qu'on en est là aussi avec l'IA. Oui, bien sûr. Et puis d'une facilité déconcertante. Ouais. C'est toujours le revers. C'est-à-dire qu'à chaque nouvel outil, chaque nouvelle évolution, chaque nouvelle révolution, tu as toujours une porte ouverte aux esprits malveillants et pervers. C'est comme ça. Et c'est comme ça depuis le Moyen-Âge. Enfin, même avant. On s'en plaint toujours, mais... Moi, je préfère voir le verre à moitié plein là-dessus, tu vois, et me dire, il y a des opportunités incroyables. Les photographes, une partie, vont devoir s'adapter. Oui, c'est vrai que ça pose des questions sur certaines photos, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on dit ça va remplacer les photographes, mais pas du tout. T'es photographe de mariage, tu crois que l'IA, elle se rend toute seule sur le mariage et photographie à ta place ? Ben non. T'es photographe de portrait, elle va faire qui ? Il faut bien que tu sois là, toi, pour faire tes photos. T'es photographe culinaire, elle fait quoi ? T'es obligé d'être sur place, t'es obligé. Imagine, imagine, non, c'est pas le mot, mais reviens à l'époque où la photographie est arrivée, ça a remplacé les peintres portraitistes. Et pourtant, t'en as toujours, hein. Mais c'est une niche. C'est une niche, hein. C'est une niche, on est d'accord. Donc on peut comprendre l'inquiétude aujourd'hui des photographes qui peuvent voir cet outil remplacer leur métier. Mais en fait... Moi, je comprends l'interrogation qu'il y a dessus. Certains pans de la photo sont effectivement, je pense, en ligne rouge. Mais tout ce qui va toucher à la photographie de terrain, tu remplaces pas le photographe qui va sur le terrain.
Tu remplaces pas la personne qui va poser son œil. Moi, je pense que dans la mode, par exemple, ça va. Il y a eu une petite dérive. Il y avait, je sais plus, la marque de maillot de bain. Ils avaient fait avec Midjourney une campagne de publicité entièrement avec Midjourney. Ils s'étaient pris un bon revers dans la tronche. Mais ça, c'est aujourd'hui. Mais dans 3-4 ans... Tu sais ce qui va se passer. T'en as un qui l'a fait. Il s'est pris une shitstorm. Ça a fait un gros buzz. Au final, ça a marché. T'en as un autre qui va le faire. Un deuxième, un troisième, et plus ils vont en faire, moins les gens vont s'insurger parce que ça passera dans une certaine forme de normalité, comme à chaque fois. Et après, ce sera normal. Et là, on parle pas que du métier de photographe, on parle du métier de mannequin, du métier de... tous les métiers qui sont dans l'équipe pour faire ce genre non, mais c'est pour ça que moi, j'y vois, si on se cantonne à un côté purement créatif, j'y vois quand même de belles choses, mais je le redis, il y a plein de façon malveillante de faire des choses. Mais regarde, t'as des gens, en fait, tu leur mets dans les mains un photographe à payer, mettons, des milliers d'euros pour passer tant de temps à faire telle photo. Et eux, ils se disent, en fait, pour un abonnement d'un an à mi-journée ou d'un mois, j'ai les photos. Mais... Donc, putain, l'éthique, enfin, tout le monde est pervertible. Hein. Tout le monde. C'est toujours une question de temps ou d'argent, ou les deux. Évidemment que ça pose des problèmes là-dessus. Évidemment. Et là, je préfère dire qu'en fait, j'ai pas de réponse aujourd'hui à ça. Mais je pense que le salut de tout ça se situe aussi dans le fait de se demander comment on peut s'approprier ces outils et en faire quelque chose. Et comme à chaque fois, et c'est triste, oui, il y a des pans qui disparaîtront. Je pense que c'est... Je pense que c'est inévitable. C'est inévitable. Ouais. Et en fait, et c'est triste, mais au-delà de ça, tu vois, le handmade, je pense que ça va le valoriser aussi, pour certains côtés. Et voilà. Certains, comme à chaque fois, sauront prendre le virage, d'autres non. Mais chaque fois qu'il y a une révolution ou une évolution de la chose, se porter en réfractaire te condamne à l'échec. T'as plein de photographes qui, quand Instagram est arrivé, oui, c'est la mort du métier. Bon, je suis navré, mais il n'y a jamais eu autant de photographes pro qu'aujourd'hui, et jamais autant qui vendent par et grâce à Instagram. Alors qu'est-ce qu'on fait ? J'ai pas la réponse. Ben voilà. Et ben là, c'est pareil pour l'IA. Aujourd'hui, enfin moi je suis pas un expert, hein, mais ce sont des outils que j'utilise, enfin comme je l'ai dit, hein, dans Photoshop ou quoi, Midjourney, mais je l'ai dit. Et en fait, ça rentre totalement dans le cadre de ce que je veux faire. Mais oui, il y aura forcément des dérives, il y aura forcément des dommages collatéraux, etc. Et d'ailleurs, faut chercher une évolution qui n'apporte que des bienfaits à tout le monde. Tu peux regarder l'histoire, tu ne la trouveras pas. Ça n'existe pas. Un chamboulement, ça amène toujours son lot de merde. Toujours. Et là, c'est pareil. Malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça. Oui, c'est possible. Et pareil, c'est le sujet, je l'évoque à chaque fois là, depuis 2-3 épisodes. Déjà parce que c'est une actualité. Le Leica a sorti le Leica M11P. Alors je parle de ce boîtier, je sais que tu travailles pas avec Leica, mais juste pour dire que c'est le premier boîtier qui intègre le certificat d'authenticité d'une image. C'est une norme qui va être... Leur trust dans la photo. Ouais. Ok. C'est une norme qui va être appliquée... Ah, je pense, oui. Par les autres aussi. Et je pense que c'est très bien. Voilà. Mais je pense que ça ne servira à rien tant que les endroits où sont publiées les photos, la norme n'est pas prise en charge. Je m'explique, si par exemple tu postes ta photo sur Instagram, il faudrait juste qu'il y ait une information compatible avec cette norme qui dise cette photo a été retravaillée. Pas forcément le détail. Je parle pas de il faut montrer la photo originale et la photo retouchée ou retravaillée. Mais si c'est valable pour l'IA, du coup, cette photo intègre de l'IA. Je trouve que ce serait... Parce que sinon, c'est pas intéressant, cette norme. Je pense que c'est bien... Ouais, je pense que c'est bien, parce qu'en fait, je pense que beaucoup de gens n'auront pas forcément l'idée de dire que la photo est retravaillée par IA, ou etc. Et par souci d'honnêteté, c'est quand même bien que ça puisse être
ouais, Je sais pas, mentionner. c'est une idée comme ça que j'ai, mais, Mais alors, j'étais pas, je ne suis absolument pas l'actualité de Leica, mais je trouve que sur le principe, c'est une bonne idée. Je serais pas étonné qu'effectivement, dans les prochains boîtiers ou les prochains firmware, ça commence à arriver dans les boîtiers. oui, parce que c'est pas une norme créée par Leica, hein. C'est Leica le premier à l'avoir intégré dans son appareil. Ouais. Mais c'est une norme. Ah non, mais le c'est un certificat, consensus. Hein. notamment le Hard Trust, c'est quelque chose qu'on met sur certains tirages. Moi, j'ai vendu des tirages en Hard Trust, et c'est normal parce que tu te dois aussi de. C'est un peu l'ancêtre du NFT, quoi, tu vois. Ouais. Mais lui, il a duré. Oui, voilà. NFT, c'est un peu cassé la gueule, j'ai l'impression. Ouais, ça m'étonne pas trop, remarque. On arrive à la fin de ce podcast. Okay. Parlons de l'avenir, même si c'est peut-être ton passé. Tu nous en as parlé un petit peu avec ton projet d'école. Est-ce que tu as d'autres choses à nous parler Après, cette année, tu vois, j'ai jamais autant peu fait de photos finalement parce que je suis très accaparé par tout ça. Le projet pour moi, c'est de pérenniser tout ça, de pouvoir ensuite déléguer un petit peu plus et repartir sur vraiment la belle production d'images. J'ai un projet de bouquin. D'accord. Sur un sujet sur lequel on m'attend pas, donc j'en parle pas plus. La street photo ? Non. Non, il y a un rapport quand même avec ce que je fais déjà, mais bref, là c'est vraiment prématuré d'en parler, donc je le fais pas. Mais après, il y a une belle grosse expédition d'ici 2-3 ans. Et à nouveau les stages photo, notamment à l'étranger, en Norvège, que j'aimerais reprendre. Et parce que c'est un endroit que je connais bien, le nord de la Norvège. Donc beaucoup de projets. Ouais, beaucoup de projets, puis d'autres auxquels je pense pas là tout de suite, mais voilà, on fait étape par étape. Bah écoute, j'invite les gens à te suivre sur ton compte Instagram pour voir tous ces projets aboutir. Merci d'avoir Merci à toi, c'était cool. Répondu à cette invitation, je t'en prie. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à venir, d'ailleurs vous inviter, non pas du tout. Invitez-vous s'il vous plaît, à venir vous abonner au compte Instagram de Panajou pour suivre l'actualité du magasin, mais aussi l'actualité du podcast. Et je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode. Salut! Ciao!